Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. C'est un dessin au feutre, coloré. C'est un dessin en strates, une coupe. Le sol est montré dans toute l'épaisseur de ses couches. Une surface enherbée, le système racinaire en dessous, puis une couche de terre brume, parsemée de quelques cailloux comme des petits bonbons détourés de blanc, suivent une strate grise, puis une strate orangée, tout en petits pois, une nouvelle strate grise, puis orange, puis bleue et grise. Le bleu, c'est l'eau. Une eau vivante. Elle coule en pointillés d'abord dans le sens des flèches, puis s'infiltre dans les strates. Ce faisant, elle dessine des chemins dans les sols, des chemins tout en méandres. Elle s'enroule autour des cailloux, crée des petites poches aqueuses autour d'eux. Plus elle descend, plus elle s'accroche à ces petits cailloux, des strates grises, jusqu'à la dernière couche où elle les encercle tous. Une strate d'eau. Ce dessin, c'est une des très belles pages dessinées par Isabelle Dairon dans l'ouvrage Watercalling. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche et la production du savoir. L'émission commence bien l'année, puisque pour une fois, nous sommes dans le thème. On va parler d'eau et de rivière, du dessin pour entendre l'appel de l'eau en compagnie d'Isabelle Dairon. Isabelle, bonjour. Bonjour Lou, merci pour votre invitation. Merci à vous pour votre présence. Isabelle Dairon, vous êtes designer, diplômée de l'École nationale supérieure de création industrielle et de l'École supérieure d'art et de design de Reims. Vous avez créé le studio IDAE, qui se structure autour de 3 champs d'activités complémentaires, le design urbain, l'espace et la recherche. Vous pratiquez seul ou au sein de votre studio un design que l'on peut qualifier d'engagé, puisque vous cherchez, et ça c'est vous qui le dites, à mettre en œuvre un design qui puisse contribuer à l'habitabilité du monde, notamment en redonnant sa place à l'eau dans la ville. Et effectivement, un rapide coup d'œil rétrospectif sur vos productions et vos créations depuis plus de 10 ans, et on voit que l'eau fait office de fil rouge dans vos travaux, depuis votre arrosoir Champ de Pleurs jusqu'à votre exposition actuelle sur les berges de Seine, en passant par votre fontaine Topic Eau ou votre bouche de rafraîchissement Aérocène. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir tout aborder aujourd'hui et on va se concentrer sur certains de vos projets les plus récents, et notamment un ouvrage qui est aussi une exposition intitulé Watercalling, publié en 2023 aux éditions japonaises Saikoro, qui porte sur les eaux souterraines à Kyoto et dans lequel le dessin est central, puisque l'ouvrage se compose principalement d'une vingtaine de dessins dont vous êtes l'autrice. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de ce projet, quel est l'objectif de cet ouvrage et à qui il s'adresse ? Oui, alors en fait, j'ai réalisé cet ouvrage avec Yoshiko Nagai et le commissaire à Kyoto. Alors, je suis désolée Isabelle, je vous coupe parce qu'on vous entend de manière assez éloignée, donc je précise à nos auditeurs et nos auditrices que c'est une interview à distance. Est-ce que c'est possible de vous avoir avec une plus haute tessiture sonore ? Alors là, est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui, là c'est très bien, merci, allez-y, on vous écoute, oui, c'est très bien. Pardon. Donc cet ouvrage a été réalisé en collaboration avec Yoshiko Nagai, qui est le commissaire d'exposition basé à Kyoto. Et on avait envie de travailler ensemble sur la question en fait, de la présence de la nappe phréatique sous la ville de Kyoto. En fait, pour la petite histoire, Yoshiko a déménagé à Kyoto et elle avait extrêmement froid en fait quand elle est arrivée dans la ville. Et à force d'en parler autour d'elle, elle a peu à peu réalisé qu'il y avait cette eau omniprésente en fait, sous la ville, qui a, je n'ai pas beaucoup de temps, mais qui a en plus cette nappe phréatique dont le volume est équivalent au volume d'eau du plus grand lac au Japon, donc le lac d'Iwa, et qui a aussi influencé l'émergence de certaines pratiques comme la préparation de tofu, la salinité, etc. Et donc
cette eau omniprésente, les habitants de Kyoto en sont conscients, mais peu d'entre eux ont conscience de ce qu'est réellement une nappe phréatique et de ce qu'elle etc. Et donc, en fait, on a eu envie de raconter par le dessin l'évolution de cette nappe phréatique des eaux souterraines, mais aussi les usages en fait de ces eaux et également l'émergence des croyances comme notamment des récits mythologiques. Pour l'instant, au Japon, le dragon est la divinité relative à l'eau. Et donc, en fait, voilà, ces croyances ont aussi eu une importance importante dans la manière dont les Japonais envisagent et habitent en fait, leur territoire et envisagent Alors le dessin, donc merci pour cette présentation. On va parler de dessin et c'est une façon aussi de parler de cet ouvrage. Donc c'est entre autres le dessin une affaire de style. Les possibilités sont infinies et le vôtre est identifiable entre 1000. Donc j'ai essayé de le donner à entendre en introduction et on est très loin du style technique qui caractérise certains dessins, du design d'objets à la ligne claire ou informatisé, très réaliste. Vous, votre dessin, c'est un dessin à la main, au feutre, qui laisse la trace du geste, qui est très coloré, avec quelque chose d'un peu naïf, mais aussi de précis, qui emprunte au collage avec ces éléments détourés de blanc. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient votre dessin et comment s'est construite cette espèce de grammaire? Est-ce qu'elle a évolué et finalement sur quoi reposent les choix qui la constituent? Alors, comme vous l'avez dit, moi j'ai étudié le design mais je suis venue au design par le dessin. Et ce dont j'ai pris conscience aussi, c'est que dans le design, dans une méthodologie de projet, il y a toujours la question de la synthèse créative en fait. C'est-à-dire que quand on doit réfléchir à concevoir un objet, un espace pour un site, pour une commande, il y a toujours un ensemble en fait de données, d'informations relatives au contexte, d'éléments techniques, enfin, tout un ensemble en fait de spécificités. Il s'agit en fait de prendre avec soi et d'essayer de transformer peut-être projet. Et le dessin est un outil extrêmement adéquat pour ça en fait, puisqu'il permet en fait de synthétiser une intention et en même temps d'incarner une narration, un rapport au lieu. Donc, de manière peut-être un peu abstraite la radio, mais ce qui m'intéresse en tout cas, c'est de par le dessin, la plupart du temps c'est des formats A3, dessinés au feutre, de raconter dans un dessin une proposition d'objet, de dispositif, de scénario, qui à chaque fois sont compréhensibles par un lien à la ressource, par une provenance de l'eau, par un visage, par une relation au paysage. Voilà, et de raconter ça comme, on pourrait se dire que c'est comme un haïku quelque part. En tout cas, il y a cette idée de synthèse par le dessin. Et dans Watercolline, il y a différents types de dessins. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai identifié 3. Il y a des dessins qui relèvent plutôt des dessins de paysage. On a des coupes comme celles que j'ai essayé de décrire en introduction. Et puis, il y a aussi des schémas qui ont une facture graphique différente des deux premiers, avec un effet très graphique de l'ordre du pointillisme ou du poitillisme, parce qu'on est plus sur des poids que des points. Je voulais vous demander qu'est-ce qui exprime ces différences. Alors, sur ces dessins dans le livre Watercolline, ce sont des dessins en fait qui ont une valeur plutôt de médiation, parce que l'idée c'est de raconter en fait depuis 5 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, en quelques dessins, l'évolution de ces eaux. Donc, la coupe était nécessaire pour raconter ce qui se passe sous le sol, en fait, de manière à des échelles différentes. De voir deux dessins donne une représentation de nappe
sous le sol. Et puis, il y a ce détail que vous avez très bien décrit, très beau la description, donc qui raconte justement avec une nappe phréatique avec cette alternance de couches de sable, d'argile, de minéraux, et qui vont filtrer progressivement l'eau. Donc, pour vous répondre, il y a aussi donc ces dessins plus schématiques qui vont permettre en fait de mettre l'accent sur certains dispositifs dans cette histoire de l'eau à Kyoto, comme les puits, comme la canalisation de certaines rivières, comme la perturbation aussi du cycle de l'eau, voilà, et qui permettent de créer comme ça des situations dans l'histoire de cette Sur votre site internet, il y a un index de vos productions. Alors, il y a une catégorie dessin, mais en fait, quand on va dans les autres catégories, installation, commande publique, médiation, exposition, publication, le dessin est partout. Et le dessin, il est notamment présent dans un autre de vos projets actuels, qui est un projet de recherche sur les berges de Sécana, qui est exposé actuellement à Ivry-sur-Seine dans le cadre de la triennale Art Public à la galerie Fernand Léger. Et dans cette recherche, vous imaginez de nouveaux dispositifs d'accès au fleuve, à la Seine, des dispositifs qui puissent combiner à la fois une dimension mythologique, donc ça c'est Sécana, cette divinité celtique éponyme du projet, et puis aussi les usages contemporains et plus utilitaires du fleuve. Et vous exposez plusieurs hypothèses. Il y a une échelle de crue en forme de plume de canard, une station de filtration des eaux usées, une décélébration symbolique de Sécana, la fabrication de savon biodégradable pour les habitants des péniches, une fontaine. Et tout ça exprimé par le dessin. Dans ce type de travail de recherche, à quel moment intervient le dessin dans votre processus et quel est son statut ? Alors, au fur et à mesure des années, j'ai progressivement mis en place un peu une méthode de projet que j'ai utilisée d'ailleurs dans le projet, qui est que au départ, comme je l'expliquais juste avant, c'est vrai que dans un projet, il y a toujours une phase de recherche et le dessin intervient dès cette phase-là. Et d'ailleurs, dans l'exposition, je présente donc, ce que j'appelle un cours de recherche, un grand format qui est composé de différents formats A3 qui vont me permettre de mettre ce plan de recherche grand groupe dans mesure de projet. J'en de plus en plus. Et je vais y mettre des éléments à la fois d'analyse. Là, dans le cadre de ce projet, c'est à la fois des cartes postales, par exemple, au début du XXe siècle, mais aussi des lettres de doléances d'aménagement des berges, des archives municipales, il y a aussi des photos, des schémas, plein de types de données d'informations. Et puis en même temps, des éléments plus sensibles vont être, par exemple, à la question de la représentation des fêtes, mais aussi des lectures, des représentations des destinations à l'eau, à la peine, etc. Et en fait, ce mur de recherche, comme une sorte de grande carte mentale sur lequel je vais faire des liens entre ces éléments-là. Et au fur et à mesure, ça va m'aider en fait à constituer un certain nombre de compositions qui, une fois qu'elles sont assez circonscrites, on va dire, je vais en faire des dessins. Et c'est de là que je vais produire, là dans les 5 dessins d'intention sur des formats A3, qui sont ces dessins dont je parlais juste avant, qui ont cette valeur de projection en fait, des dessins assez concis qui permettent de raconter la composition en lien avec l'objet de la recherche, la scène. Alors, je suis navrée, Isabelle, on vous entend à nouveau par intermittence. Est-ce que on pourrait juste modifier le dispositif de l'appel? Et est-ce que vous pouvez enlever le casque? Je crois que vous avez un casque audio et juste prendre le téléphone. Ah, c'est bon. Là, voilà. Attends, j'ai rien.
Eh ben là, on vous entend beaucoup mieux. Donc, okay. on vous entendait, mais des fois, vous vous éloignez. Donc là, c'est parfait. J'ai l'impression que c'est plus constant. Donc, on comprend en fait que votre dessin, il a finalement plusieurs statuts. Il a une valeur, on va dire, opérationnelle de ressources mises au service du projet. Ce que vous dites quand c'est des dessins de synthèse et de préfiguration, mais que c'est aussi un dessin de recherche, comme c'est le cas dans ces très grands formats où vous le mixez avec un effet de collage pour donner à voir finalement aussi la diversité des matériaux de votre réflexion. Mais est-ce qu'il intervient à un autre endroit? Est-ce que ces dessins ils valent comme œuvre dans la mesure où ils sont exposés? Est-ce que ils peuvent valoir en soi comme une finalité? Alors, dernièrement, j'ai participé à une exposition à la galerie Pauline Pavec avec des dessins en dialogue avec des œuvres de Jacqueline Lamba on était dans un contexte effectivement d'exposition de galerie et les dessins étaient présentés comme des œuvres. Pour moi, ces dessins, ils sont toujours en tout cas le résultat d'une recherche en fait. C'est toujours comme ils sont exposés dans un contexte artistique, on peut les considérer comme des œuvres, mais c'est toujours pour moi, en tout cas avant tout, soit des outils de conception, soit des outils de recherche. Et notamment, par exemple, là, si j'en parle de 30 secondes sur cette exposition à la galerie Pauline Pavec qui portait sur la notion de résurgence, ça m'a permis en fait de mener une recherche sur la rivière Yvette, donc à Gif-sur-Yvette, de comprendre en fait les actions de renaturation de ces rivières. Voilà. Et par le dessin, finalement, j'ai écouté une de vos précédentes émissions et il y avait une intervenante qui parlait justement du dessin comme aussi il y avait la nécessité, quand on dessine, on a la nécessité de représenter un environnement et donc il faut avoir des détails, il faut comprendre en fait l'environnement qu'on représente et donc ça pousse à chaque fois à en apprendre plus sur le réel au sens très large, quoi. Enfin, sur le fonctionnement là d'une nappe phréatique, d'un système racinaire, de la manière dont l'eau s'infiltre dans le sol, enfin, etc., etc. Donc le dessin comme recherche, le dessin comme aussi synthèse, le dessin pour la narration, pour la médiation, et le dessin pour comprendre. Dans le livre Watercalling, vous achevez l'ouvrage sur cette phrase, et pouvez-vous entendre l'appel de l'eau? En quoi est-ce que le dessin peut aider à entendre? C'est pas tout à fait instinctif comme rapprochement. Oui, alors on a choisi ce titre et cette interrogation pour finir le livre, parce qu'aussi ces dessins sont associés à des onomatopées en japonais et qui disent le son de l'eau. Parce qu'en japonais... Ah, c'est donc ça, parce que j'ai essayé de les traduire avec Google Translate et j'arrivais pas à trouver... donc à chaque dessin est associé à des idéogrammes, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et ça correspond à des sons, c'est ça ? Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Donc en fait, le son de l'eau d'une rivière n'est pas le même que le son de la pluie qui tombe, etc. Et c'était pour ça aussi qu'on avait évoqué la question du son. Alors votre question, c'était est-ce que le dessin peut permettre d'entendre ? C'est ça. Je pense que je pense que le dessin, c'est tout de suite, il y a un rapport assez immédiat et assez sensible, donc il parle à tous en fait. Moi, c'est en ça que je le relie aussi au design. Le design, c'est aussi concevoir, imaginer des formes accessibles à tous et à toutes. Et donc je le vois peut-être un peu comme ça, c'est-à-dire que le son, c'est aussi un médium en fait qui peut qui parle à tous. Je crois que ma réponse est pas très bien en fait. Je pense que la première est plus sur cette histoire de onomatopée. En fait, c'est surtout ça mais en fait,
Voilà, c'est plus juste de dire ça. En fait, derrière, ça renvoyait une question peut-être plus générique sur les qualités du dessin comme régime d'expression. En fait, qu'est-ce qu'il peut faire, parce qu'on voit que le dessin prend vraiment une place importante dans votre travail et dans votre projet, qui est de contribuer à l'habitabilité du monde. Et ce que je me demandais, c'était comment le dessin pouvait être un instrument au service en fait de ce projet. Alors, dans cette notion d'habitabilité, il y a toujours la question de la technique en fait qui est omniprésente. Et moi, ce qui m'intéresse en tout cas aussi par l'utilisation du dessin et de cette manière de dessiner, c'est que la technique, elle vient après. C'est-à-dire qu'il y a d'abord en fait un projet d'usage ou de mise en relation, de récit, d'interdépendance, etc. Et ensuite se pose la question de la technique, même si quand je dessine, j'ai conscience de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, mais en tout cas, la technique ensuite, elle est au service en fait du projet et pas l'inverse. C'est pas la technique qui prime. Et dans le projet de rendre habitable un lieu, ou dans le projet de l'habitabilité, il y a toujours ce risque en fait que finalement les externalités négatives finalement de la technique priment en fait et fassent oublier le projet initial. Donc je pense qu'il y a ça qui me porte et qui est finalement qui est toujours présent en fait, en tout cas dans l'activité de concevoir un lieu, un objet, un espace, et à quelle place en fait on met la technique dans ce projet. Alors ça m'amène à ma prochaine question, autour de cette question de l'usage. Vous avez dit, en tout cas j'ai lu quelque part, que vous aviez dit que contrairement à l'art, le design fait intervenir l'autre, notamment autour de ces questions d'usage et aussi autour de la question de la commande. Est-ce que le dessin a son importance aussi dans la construction d'un rapport à cette altérité, et est-ce que cette exigence du partage va façonner ou orienter quelque part votre dessin? Ces dessins en fait, je les partage toujours à un moment ou à un autre en fait, parce que il y a une phase de recherche, donc peut-être d'approfondissement, de collecte d'informations, une synthèse, et à un moment il y a partage avec les gens avec qui je travaille, avec des commanditaires, puisque ce dessin il me permet d'exprimer une intention, mais aussi de discuter, d'échanger, de recueillir aussi la parole de l'autre, et d'ensuite au moment du développement aussi ensuite du projet, d'affiner en fait, donc la question la place de l'autre, elle est on va dire, je pense qu'elle est grandissante dans le processus de projet. Elle est de plus en plus l'autre est de plus en plus là en fait. Enfin, après je parle juste du dessin, mais c'est vrai que entre un dessin et la réalisation de ce dessin, il y a tellement d'étapes, tellement enfin c'est un collectif, c'est la prise en compte des usagers finaux, d'un lieu, de tout un process, et sans parler des questions financières, de budget, etc. Et j'espère que je réponds à votre question. Oui, tout à fait. Donc la présence grandissante de l'autre, je trouve que c'est peut-être une belle façon de clore cet entretien, parce que malheureusement on arrive déjà à la fin. Mais pour terminer, est-ce que vous auriez envie de partager avec nos auditeurs et nos auditrices une référence culturelle, artistique, qui fait écho peut-être au contenu de notre discussion d'aujourd'hui? Oui, moi, il y a un texte d'Ivan Illich que probablement les auditeurs et auditrices peut-être connaissent. Donc qui a été traduit et édité il y a quelques années. En français, ça donne H2O, les eaux de l'oubli, et qui est un discours qu'a fait Ivan Illich au début des années 80, et qui porte en fait sur la distinction finalement entre
eau industrielle et eau naturelle. Et qui est un texte vraiment très profond, très beau et très engagé, et sur lequel je reviens de temps en temps pour me nourrir. Donc je le conseille à tous. Merci beaucoup Isabelle Deyron, merci pour cette référence et merci pour votre temps et vos mots aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. À suivre sur Radio Anthropocène. On poursuit sur l'eau avec Terreau commun qui nous parleront du bassin versant de l'Iseron. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.